l'association des Spirites pour nous avoir invités si gentiment dans la plus belle ville de France, après Marseille. Et avec Eliane, nous voulions faire partager une expérience plus qu'un contenu intellectuel. S'il est vrai que notre société est une société mentale, une société où l'intellect... Avec la voix que j'ai... Est-ce que ça va mieux là? Donc reprenons. Nous avons fait le choix donc de parler plus d'expérience clinique que de recherche au sens d'un intellect pur. Ce qui nous importait ici, c'était de faire partager avec vous ce que nous avions vécu avec d'autres. Assurément, ça serait plutôt à d'autres de parler de ce que nous avons à parler. Le seul souci, c'est qu'ils sont déjà dans un ailleurs où ils auraient bien du mal, sauf dans le milieu unique, à venir nous parler. Wittgenstein posait toujours la question, ai-je un corps ou suis-je un corps? Ici, ensemble, j'aimerais juste qu'on prenne le temps d'un respire, juste le temps d'un respire, pour se poser la question, ai-je une âme ou suis-je une âme? Et peut-être que la réponse à la question, ça serait, je suis une âme qui a un corps. Ce qui est intéressant dans le concept d'âme, c'est qu'il est vieux comme le monde. Et lorsque je faisais mes études, on ne disait plus une âme, c'était pas bien. On disait la psyché. Il faut quand même être très con. La psyché est le mot grec, psychikon, qui veut dire âme. Avant de faire psychologie, j'ai fait quelques études de théologie. Et dans ces études de théologie, j'y ai appris des bêtises, bien sûr, mais des choses simples. Prier avant un cours. Quand je suis allé à l'université, la grande Babylone, celle qui est grande et la faculté de lettres, avant tous les cours, on ne priait pas. On s'asseyait, on faisait du bruit. Le professeur, parfois, avait bien du mal à parler. Et j'ai juste repéré que ce qui, à l'intérieur de moi, s'appelait l'âme ou la psyché, avait une bien drôle de posture. En effet, comment pouvais-je recevoir quelques paroles alors que j'étais si agité intérieurement? Je sens que ça se calme en vous. Il est extrêmement important, dans tout ce que nous allons vous dire, de ne pas s'associer à la technique, mais plutôt à la posture. S'il est bien une chose éminemment importante en soins palliatifs, c'est pas tant les dires qu'on va prononcer aux patients, ou les techniques énergétiques d'Eliane, aussi puissantes soient-elles, mais c'est la posture de deux individus. J'ai partagé 7 ans de travail avec cette dame, et je n'ai jamais dit combien, le plaisir de travailler avec elle, malgré qu'elle soit casse-pied, mais surtout, le fait qu'elle avait de manière très naturelle, après 25 ans de méditation quand même, quelque chose à l'intérieur d'elle qui amenait le patient au fond de lui-même. À l'heure actuelle, nous travaillons plus ensemble, et je travaille avec d'autres sophrologues, hypnothérapeutes et autres, et on voit la différence du chemin spirituel. Nous sommes dans une société gentille. Je suis chargé avec d'autres de mettre en place les soins de support. Vous voyez ce que c'est? Taking care. C'est prendre soin. C'est tout ce qui sert à rien, mais qui fait qu'on pourra avoir des crédits dans les grands hôpitaux. La psychologie, la socio-esthétique, la sophrologie, l'énergétique. Toutes ces choses, en fait, dont à l'université, on pense que c'est bien de les avoir, mais que ça ne sert à rien. Eh bien, si avec moi ici, vous pouvez relayer le fait que, effectivement, ça ne sert à rien, je serai très heureux. Pourquoi? Eh bien, parce que rien ne sert à l'homme si ce n'est lui-même. Aucune technique, apprise en 3 mois, 15 jours, 2 ans, 5 ans, ne fera
à découvrir un être humain qui il est. Le seul moyen de le découvrir est sa propre expérience. Le seul moyen qu'un être humain de savoir qui il est, c'est de faire le chemin. Ce que j'ai appris de certains, plus âgés que moi, c'est que tout vient à point à qui sait attendre. Mais quand on attend, il faut être en mouvement. C'est des choses un peu paradoxales. En fait, comme le disaient les vieux kabbalistes, feu noir sur feu blanc. Mes mots donnent des phrases et énoncent du sens. Nous autres, les humains, comme dit Moscovici, nous sommes des êtres de signification, plus que des êtres de sensation. Nous sommes dans un univers qui est un univers perceptif, mais qui est plus du côté de la représentation. On fait moins confiance à nos sens qu'à notre propre imagination. Ce qui me semble important de vous dire ici, pour le travail que nous avons accompli, c'est que nous nous sommes servis de l'imagination. Le premier temps, proposé par Eliane Lheureux, a été d'aller voir des patients et de leur donner un film où il y avait des histoires de NDE. Les pauvres moribonds nous ont regardés en disant « Déjà, je vais mourir, toi tu m'envoies de la sauce ». Mais Eliane n'avait plus d'un tour dans son sac. La première phrase d'Approche, c'était de donner ce film. On utilisait le film de Sonia Baccarat qui s'appelle « Faux départ ». La deuxième phase, c'était tout simplement de l'accompagner dans sa propre découverte. Moi, j'utilisais le logos, la parole. Mais on a bien vu que le logos, par moment, ça ne marche pas. Alors, l'aide de Caen, qui est à côté, a utilisé le corps, tout ce qui est psychocorporel, pour pousser l'autre à métaboliser, à aller plus loin, à se servir de ses expériences corporelles. Et ça marchait un peu mieux. Au bout d'un certain temps, le pauvre, vous imaginez, du doigt, l'heureux, du doigt, l'heureux. Au bout d'un certain temps, quand même, il est OK avec nous. Hein. Et il commence à voyager. Quand il voyage, il dit « Et si c'était possible ?» Bien sûr, la réponse, ce n'est pas de lui dire « Si, si, c'est possible, je l'ai lu à une cardiaque le pied. » On ne peut pas faire ça dans les hôpitaux. C'était simplement de lui faire découvrir un possible un ailleurs. La troisième phase, ça a été de lui proposer un vrai travail sur lui, qu'entreprenait Eliane. Nous allons posturer l'esprit, nous allons méditer, nous allons, etc., etc., vous en parler plus longuement. Et puis la dernière phase, c'était « Je vais mourir. Mais je ne vais pas mourir dans la peur. Je vais essayer de mourir debout. Oui, je suis branché. Oui, j'ai un cancer. J'ai plus de cheveux. Je respire mal. Malgré tout ça, je peux être debout. » Et lorsqu'on avait réussi, c'est quand cet être qui était devant nous était bien plus grand que nous. Quand nous assions au bord du lit, et que là, on ne disait plus grand-chose parce que c'est lui qui nous enseignait quelque chose. Attention, hein, je ne vous raconte pas des salades, c'est des toutes petites choses. On n'a jamais rien vécu d'extraordinaire. Par contre, c'est au cœur de ce banal qu'on a découvert que l'être humain, quand même, est un être bien particulier. À toi, Eliane, raconte-nous. Bon, ben, je crois que tout est dit et je vous remercie d'être venu. Que dire bonjour d'abord à tout le monde et merci infiniment pour cet accueil très chaleureux qu'on a eu sous tous les points de vue. Je ne vais pas revenir sur ce qu'Eric a dit et je ne vais pas faire son apologie parce qu'en fait tout le monde l'a déjà tellement fait avant moi, donc moi il m'en manquait un peu, maintenant ça y est, c'est bon, tout a été dit. Dans l'approche qu'il y a auprès des patients, puisque on vous a dit qu'on avait parlé de clinique, donc je vais aller peut-être plus directement là-dessus, il se trouve que je n'arrive pas dans la chambre avec le DVD sous le bras quand même. Bon, il faut savoir ça, il y a quand même
une partie préalable qui fait que je pouvais entendre ou pas si la personne était prête. Si elle ne l'était pas, j'attendais qu'elle le soit avec peut-être quelques suggestions au passage. Moi, mon parcours est assez différent parce que mes études universitaires ne portaient pas du tout sur ce type de pratique. Mais il est vrai que j'ai fait beaucoup de méditation et je dois dire que c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier parce que j'ai commencé par des retraites de méditation avec des enseignements bouddhistes de base. Alors, je ne suis pas bouddhiste parce que je ne suis fidèle à aucune religion, étant donné que c'est beaucoup trop de contraintes pour moi, et puis ça m'enlève la liberté de choisir un petit peu ce qui me convient d'un côté et de l'autre. Mais j'ai lu très rapidement, quand j'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans, les livres de l'Alexandre Rampa et d'Allan Kardec. Alors, on pensait bien qu'à cet âge-là, j'ai cherché des cercles de spiritisme auxquels je participais avec beaucoup d'entrain, et puis j'avais tendance à perdre un petit peu le sens des réalités, parce que finalement, je me rends compte qu'on se laisse vite happer par un monde extérieur et il ne faut pas que ça devienne non plus une illusion supplémentaire dans laquelle on se complaît pour échapper à la réalité de cette vie ici, si tant est qu'on en ait besoin. Les bouddhistes, eux, c'est pour ça qu'au départ, avec Eric, nous avons eu quelques difficultés à nous entendre sur les choses. Quand l'esprit, c'est comme un verre, un vase avec une eau sale. Plus vous allez remuer, plus la saleté va rester en suspens. Donc on va laisser apaiser, on va laisser descendre les poussières, et puis quand tout sera bien sédentarisé chez nous au fond, l'esprit deviendra clair. Alors que pour un psychologue, plus on remue, et mieux c'est. Donc c'est un peu une image archétypale, mais c'est pour ça que nos premiers rapports de discussion étaient un petit peu, on va dire, tendu, et peut-être pas le mot, mais en tout cas serré. Et puis, en spagithérapie, donc chez les alchimistes, on dit toujours que quand on veut avoir des émanations pures, il faut donc procéder à tout ce qu'on sait de l'alchimie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'il y a au-dessus des insolubles, ça empêche tout ce qui est en dessous de pouvoir partir dans les terres. Donc, on prend ces insolubles, on les met de côté pendant un certain temps dans une chambre noire et on les laisse macérer, et puis on s'occupe du reste. Et quand tout le reste est très clair, à ce moment-là, on reprend les insolubles qui ont déjà un petit peu fait du chemin, on commence à les considérer comme quelque chose d'extérieur qu'on va pouvoir traiter pour les réintroduire. Pardon. Et de toutes ces images-là, je me suis servi auprès des patients de ce genre d'image pour ceux qui pouvaient entendre sous cette forme-là, ce qui permettait après d'ouvrir une porte sur on va laisser les insolubles de côté, on va laisser déposer la poussière dans le vase et on va déjà s'occuper de tout ce qui peut être éclairci maintenant. Petit à petit, plus tard, on verra. Alors je peux vous suggérer déjà quelque chose, c'est essayer de décroiser les jambes, de poser vos mains tranquillement sur vos cuisses, ou là où ça vous convient, et de garder simplement les mains ouvertes, pas fermées sur quelque chose. Si vous avez les chewing-gums dans la bouche ou s'il y a quelque chose, vous n'êtes pas obligé de garder les mains comme ça, c'est ouverte, ça veut dire pas fermé comme ça. Vous pouvez les mettre à plat. Vous avez une liberté quand même relative. Et puis, simplement vous centrer sur la mâchoire au niveau des articulations et relâcher. Quand on a la mâchoire relâchée, les épaules relâchées, quand on a les jambes qui ne sont pas croisées, les mains ouvertes, on ne peut pas s'angoisser, on ne peut pas s'énerver, on ne peut pas se mettre en colère, on ne peut pas se manifester quoi que ce soit, un petit peu de tension, parce que le fait de se tendre, on serre les mâchoires, on serre les épaules, on ferme les mains et on bloque toutes les énergies. Donc la première des choses, c'est vrai que c'est le fait de je suis en train de broyer du noir, d'essayer de tourner en boucle, ça ne sort pas. On lâche la mâchoire, on se centre bien dessus, on lâche les mains et on respire de façon ouverte. Alors, je ne vais pas vous faire une séance de sophro, mais la respiration ouverte permet de dénouer tous les nœuds que l'on a fait au niveau des chakras, et puis elle permet une ouverture sur l'extérieur, une fenêtre qui s'ouvre sur les autres. Pour que ça rentre et que ça sorte, il n'est pas question que ça n'aille que dans un sens. Ce sont des exercices très simples, très basiques, tout bêtes,
Mais si vous faites ça, à chaque fois que vous sentez des tensions, que vous respirez profondément, vous allez voir que déjà il y a quelque chose en vous qui va s'installer, qui est obligé de vous faire lâcher prise. Donc, pour ma part, je travaille essentiellement par le corps, avec des petits exercices, bon, évidemment un peu plus sophistiqués par la suite. Et après, seulement, on peut introduire de la méditation accompagnée, ou... alors, je n'aime pas employer le mot l'hypnose parce que ça a une connotation parfois qui peut faire peur, du rêve éveillé, de l'accompagnement dans quelque chose où on va aller dans un ailleurs qui appartient à la personne en fonction de ce que le patient va me dire. Je vais reprendre ses mots et je vais l'emmener là où lui a décidé d'aller. C'est-à-dire que je vais garder toujours une façon de lui présenter les choses là où il va, avec une possibilité de mettre exactement ce qu'il veut et là où il le veut. Juste, je veille à ce que ça reste positif, que ça prenne en lui l'énergie qu'il a, que ça aille chercher toutes les ressources en lui qu'il va pouvoir mettre en valeur. Et très souvent, quand les gens reviennent de cette promenade, me disent « Comment vous saviez que quand j'étais petit, j'allais là ?» En fait, j'en savais rien, mais c'est simplement la personne qui remet sur les mots toute son histoire. Et parfois, on a des choses surprenantes qui arrivent, c'est que les personnes ont des images. Et à ce moment-là, justement, moi, ces images, je les entends, me disent, vous vous rendez compte, j'ai vu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ben, c'est très bien, vous allez pouvoir en parler à Eric. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille, parce que le psychologue a toujours une petite connotation, je suis pas bien, ils veulent à tout prix me faire dire, aller remuer des choses, j'ai pas envie de ça. Et très souvent, en passant par le corps, j'arrive vite à ce que les gens disent des choses, et je dis, mais ça serait bien que vous puissiez rencontrer Eric, parce que moi, je ne suis pas habilitée pour traiter ça. On va s'occuper, nous, essentiellement du corps. Donc Eric, après, intervient, et vice-versa. Parfois, les gens, parce que je suis une femme, parce que la sophrologue, ça quand même c'est quelqu'un qui n'est pas très important dans un hôpital. La preuve, c'est que ça n'est pas reconnu, donc forcément, ça n'est pas indispensable. Et donc, à fortiori, quand Eric parle du corps, à ce moment-là, c'est lui qui fait passer le message. Après, dans la sophrologie, pour moi, il manquait une dimension, c'était la dimension du toucher. Les personnes, surtout en France, après à l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe, mais on se touche très peu. Les patients ne sont touchés que pour des opérations intrusives, je dirais des prises de sang, des perfusions, des poches, tout ce qu'on sait de la maladie. Ou alors dans leur vie privée pour des relations sexuelles avec, si je peux dire, un objectif. Dans ce que je peux offrir aux patients, c'est le plaisir d'être touché, d'être une sensation de cocooning, de prise en charge du corps qui n'appelle rien d'autre que de se laisser aller, de se laisser faire, de sentir l'énergie en soi circuler, de ressentir à l'intérieur de soi ce qui peut se passer, les sensations qui vont émerger. Et parfois, il y a aussi là des images qui peuvent monter, il y a aussi peut-être des douleurs qui vont se mettre en évidence de façon plus cernée, c'est-à-dire que j'essaye de montrer aux gens que la douleur, qui ne sont pas la douleur, que la douleur est momentanément émergée malgré eux sur leur corps, mais que c'est quand même quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qu'ils sont. Ils ne sont pas la maladie, ils ne sont pas la douleur, donc à nous de faire en sorte que la douleur ou la maladie soit traitée comme quelque... Enfin, je laisse la parole à Eric, parce que pourtant c'est moi qui parle le plus dans la thérapie. Et en fait, que cette douleur, que cette tension puisse être localisée à l'intérieur de la personne, de façon à ce qu'elle fasse comme une pelote de laine entremêlée. En général, quand on tire un fil, ça casse. On va plutôt se... Je ne suis pas sûre que ça soit une solution, hélas. Et ce soit pour nous. Merci. Comme quand vous dégainez une pelote de fil ou une pelote de laine, il faut détendre, il faut faire aérer la pelote et petit à petit on arrive à retrouver le fil tranquillement. Voilà, pour moi la douleur ou la maladie doit être traitée de cette façon-là pour qu'on puisse tranquillement dénouer et après en faire quelque chose.
Alors bien sûr, ça paraît un peu idéal, idyllique. Quand les gens sont dans une très grande douleur, très grande souffrance psychique, c'est pas aussi simple, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'attention, mais par le corps, moi j'agis à l'inverse d'Éric, et c'est comme ça que la complémentarité fonctionne bien, c'est-à-dire il y a une certaine maillage qui se fait de chacun sa partie, puisqu'on est obligé d'empiéter un peu sur l'autre. Mais par contre, on a pu fonctionner comme il faut, dans le sens où on s'est vite rendu compte de la limite de nos compétences et qu'il valait mieux que la personne soit prise en charge par l'autre. Et par cette prise en charge psychocorporelle, la personne se sent très étayée et elle sent qu'elle a une équipe derrière elle qui est vraiment là pour l'écouter, pour l'aider autrement que pour des soins relativement intrusifs, et en plus en oncologie avec des traitements qui sont très lourds, très violents et parfois destructeurs. Ouais, je vais repasser un peu à Eric, ça va, parce que sinon... Ah, c'est toi là-bas. Alors... je surveille le temps. Que rajouter si ce n'est que l'être humain est quand même un être complet. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, donc je suis d'abord passé par la théologie, puis après la psychanalyse. Et en psychanalyse, le corps, on ne l'utilise pas. Donc j'ai passé 10 ans, donc ça m'a coûté une Porsche, 10 ans, 3 fois par semaine, avec un type derrière moi. C'est vrai que ça éveille des choses. C'est vrai qu'on travaille quelque chose. Enfin, j'espère, parce que ça m'a coûté cher. Mais c'était pas ce qu'on voulait inscrire au sens du chemin spirituel. Lorsqu'avec Eliane, nous avons créé donc l'unité de soins spirituels, ou l'unité de soins de recherche sur l'esprit à la Timone, l'idée, c'était pas de... Oh, c'est rien, je suis un Français. De faire une américanerie. Alors, une américanerie dans mon discours, c'est je prends un méditant, je prends un ceci, je prends un cela, je les mets côte à côte et on va faire de la spiritualité. Et ça ne marche pas comme ça. Donc la première chose qu'on a fait avec Eliane, c'est de dire il va falloir agir comme un virus. C'est-à-dire qu'il faut que les autres aient envie de cette spiritualité. Il faut que les autres aient envie de ce chemin. Et bien sûr, nous sommes dans la maison du médecin. Et dans la maison du médecin, c'est lui le chef. Et donc il nous est venu une petite parabole, une parabole qui vient des évangiles. Je la raconte avec mon petit côté marseillais, mais c'est pas grave. Imaginez il y a 2000 ans. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? C'était hier, c'était une autre vie. Il y avait là un être qu'on appelait le Galiléen. Il n'était pas bien, à genoux. Des chaînes autour de lui. Et on l'a mené voir le proconsul romain. La pièce était grande et spacieuse. Beaucoup de marbrerie. Lui, il était tranquille, tout en ayant mal. Et là, le procureur romain lui dit, on dit de toi que tu es le roi des Juifs. Et il n'y a pas de réponse. On entend sa respiration. On peut même, si vous rentrez en vous-même, découvrir ses immenses yeux verts sur sa chevelure noire. Il faut imaginer ça, vraiment. Et à ce moment-là, on réentend la question. Alors, es-tu roi? Et là, la réponse est extraordinaire. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis roi. Et la réponse du procureur romain est encore plus extraordinaire. Alors tu es un rêveur. Voilà comment j'ai voulu inscrire la spiritualité à la Timone avec cette dame. D'abord par le rêve. C'est-à-dire, contrairement à notre société, je pense que c'est par le rêve qu'elle va se transformer. Je pourrais passer tous les diplômes de la Terre, je vais devenir couillon. Parce qu'à force de passer des diplômes, eh bien, on est toujours dans le même système. Il va falloir que j'écrive, et je le fais, des textes avec des impact factors
pour avoir des points gigas pour mon service. Et puis comme ça, au Canada, il y aura Mario qui va dire « Tiens, tu dois écrire ça », donc dans son article, il va écrire. Il va me donner des impact factors. Puis moi, je vais faire pareil. La science est une grande supercherie. C'est une dogme. Elle est comme l'Église. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des scientifiques très très beaux. Le seul souci, c'est comme toute chose, elle s'est pervertie. La science doit être une méthode, pas une idéologie. Et si c'est une méthode, elle est du côté de la puissance, elle est du côté du rêve, elle n'est pas du côté du proconsul romain. C'est pas parce que on vous dit que Colgate a été vérifié 8 fois à la télé que c'est juste, éprouvé scientifiquement. Depuis que je suis né, on met les bébés dans toutes les positions pour éviter la mort du nourrisson. Sur la tranche. On n'a pas encore essayé sur la tête. Il y a un monsieur américain dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui a écrit un article extrêmement sérieux en disant qu'on ne peut pas dire scientifiquement qu'il est préférable de sauter d'un avion en parachute et sans parachute, ou sans parachute. On ne peut pas le dire car aucune étude randomisée en double aveugle n'a été faite. Je lui dirai, ça lui fera plaisir. Et malheureusement, on est dans ce temps d'entre-deux où il y a des gens qui vont faire des études pour essayer de faire bouger les choses et d'autres qui vont faire autre chose, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, pour faire bouger les choses aussi. Mais il arrive un moment où on n'arrive plus à se comprendre. C'est un peu l'expérience qu'on avait vécue avec Eliane. C'était extrêmement dur. Parce que, vous savez, quand vous faites des doctorats ou des choses comme ça, vous êtes toujours aussi... ma maman disait toujours aussi couillon. Elle avait raison. Mais à l'intérieur de votre être, il y a un poison qui s'est distillé. Parce que pendant 10, 12 ans, on vous a dit « tu es le meilleur, tu es le plus grand ». Il y a quelques profs qui ne disent pas ça, mais beaucoup. Et ce poison, eh bien, il va rentrer et on ne va plus s'en apercevoir. Et je rends grâce, et le mot n'est pas petit, à cette dame-là, de m'avoir dit « je me fous complètement de tes diplômes ». Ça m'a un peu gonflé. Mais grâce à ça, on a pu faire un travail avec des gens. Et j'aimerais vous parler, et puis après je laisserai Eliane en parler parce que c'est extrêmement beau, juste d'un jeune homme. Ce jeune homme, dans le livre, on l'a appelé... Gilles. Gilles, merci. Enfin, si tu parles dessus. Oui. Il est décédé maintenant. Et je voudrais vous en parler parce que pendant 3 ans, nous l'avons suivi. C'était un homme d'une trentaine d'années. Un homme comme on aime les voir. Depuis qu'il avait 17 ans, il était pâtissier. Il adorait ça. Il s'était marié avec une dame fort jolie. Marié? Je suis pas sûr. C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis il a eu ce sacré sarcome. Et puis au cours de cette maladie, qu'il ne voulait pas, bien sûr, il a commencé à vouloir travailler les choses. Quand je dis vouloir travailler les choses, c'est qu'il fait partie de ces patients, et ils ne sont pas forcément très très nombreux, qui n'a pas voulu la superficie de ce qu'on avait à offrir, mais vraiment l'intériorité de ce qu'il y avait à offrir. Alors, c'était un jeu, il venait toujours voir et Eliane et Eric. Et il avait besoin de faire cet échange entre les deux, c'est-à-dire de passer par son corps pour vivre certaines choses, et de passer par la parole pour vivre d'autres choses. Et des fois l'un expliquant l'autre. Et un jour, il me dit, tu sais, l'autre jour, en revenant de chimiothérapie, il avait du méthotrexate haute dose, il me dit, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. J'étais pourtant pas endormi, j'étais au-dessus du canapé, je voyais mon corps assis. Et donc je lui dis, c'est étrange quand même. Il me dit, tu crois que j'ai halluciné? Alors je lui dis, mais qu'est-ce que pour toi l'hallucination? Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, non, j'ai pas halluciné.
Il dit, mais est-ce que c'est possible? Et là, on voit bien le rôle dans les hôpitaux. Si je dis non, c'est pas possible. Tu as rêvé. C'est fini. Et là, j'avais Yann derrière moi qui me fouettait. J'ai dit, oui, c'est possible. Et il me dit, mais c'est possible, mais c'est une hallucination. Alors je lui dis non, en termes psychodynamiques, on dirait plutôt une hallucinose, une désintégration des données mémorielles. Donc imaginez un peu comme il me regarde. Je lui dis, vois ça avec l'IA. Alors il faut dire que la première fois qu'on s'est rencontré avec Gilles, il était avec sa compagne, et donc je me présente assez légèrement parce que je sais ce que pensent les gens, du personnel qui ne fait pas partie intégrante des soignants obligatoires, etc. Et il me dit, mais de toute façon, j'ai pas besoin de vous parce que je ne suis là que pour peu de temps, on a des projets, ça va vite être réglé, et après on va faire un enfant, c'est programmé, etc. Alors, bon, on a quand même une petite idée de ce que les médecins présentent comme diagnostic, donc on ne savait pas à l'époque si ça allait pouvoir être guéri ou pas, mais ce qu'on savait, c'est que ça allait être très lourd et très long. Et puis, quelques temps après, où il a commencé à se rendre compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient cru au départ, effectivement, il a réclamé quelque chose, je veux méditer, je veux savoir ce que c'est, je veux qu'on fasse des trucs sur la spiritualité. Donc, et puis toujours un air très détaché, comme celui qui, au fond, oui, je suis malade, mais je l'assume. Et puis je me souviens d'une fois, j'ai dit, bon, il nous a très vite tutoyés, c'était sa façon de fonctionner. Je lui ai dit, écoute, on n'est que tous les deux. Si tu viens me voir, c'est parce que quelque chose dans les pratiques te sert de thérapie, alors tu enlèves le masque et on peut travailler. Sinon, on n'est pas là pour papoter, ça ne sert à rien. Donc là, on a pu commencer un vrai travail, et notamment aussi, alors c'était tantôt massage, tantôt sophro, mais ce qu'il a mis après dans la sophrologie, c'était justement l'emmener quelque part là où il pouvait penser tranquillement ses illusions, ses hallucinations, sa réalité, peu importe. Et je me souviens que, outre la cuisine qu'on partageait d'ailleurs, parce que je suis une fanat de cuisine, et la peinture, je lui avais dit, pourquoi tu n'essayes pas de te remettre à peindre, peut-être ça pourrait être intéressant. Il me dit, je n'y arrive pas. Donc j'ai fait une séance qui concernait la peinture, donc en l'amenant doucement, et il se trouve que il m'a dit, j'ai fait ci, j'ai fait là, mais ça j'y arrive pas, etc. Donc je laisse dérouler ce qu'il me dit. Et puis quand il a vu Eric quelque temps après, il lui a montré des tableaux qu'il avait faits, et moi il ne m'a jamais dit qu'il s'était remis à peindre. Donc voilà, par exemple, pour Gilles, une des choses qui fait que quelque chose se passe quand on travaille tous les deux, qui se serait peut-être pas passé si l'un de nous deux avait été tout seul. Donc c'est très important qu'il puisse y avoir cette corrélation. Après, Eric travaille ça avec la personne, et c'est pas pour autant que moi je vais avoir un retour de ce qui est fait ou lui, mais en revanche, parfois c'est « Ah oui, ça Eric il me l'a dit aussi. Ah oui, Eric m'a dit ça. » Donc bon, c'est relativement courant. Et puis, après toutes ces séances, on a pu prendre un petit peu de temps pour la méditation. Et en même temps, il sentait que quelque chose en lui se passait de très grave. À un moment donné, il a eu un autre diagnostic, donc c'était l'année dernière, ça je crois, oui, à peu près un an, où ça a été vraiment catastrophique, alors que lui, il se sentait partant pour... Il avait plein de projets, ils étaient tous les deux adorables, dynamiques, à chaque fois qu'il arrivait. Il m'embrassait, il m'entourait, j'étais sa maman, etc. Et très très chaleureux. Donc c'est vrai que pour nous c'était aussi difficile parce que ce sont des gens auxquels on s'est attaché. Et il adorait avec sa compagne qu'on soit tous les quatre enfermés et blablabla et blablabla. Et en même temps ça faisait une espèce de me lâchez pas, je suis dans un cocon, et ça a été une très très belle histoire.
Mais dans la pratique, c'est vrai que cette approche de la spiritualité a pris largement les 3 ans, parce qu'au départ, il a fallu faire beaucoup d'approches, beaucoup d'apprivoisement de ce qu'il était, de ce qu'il ne pourrait plus être et de ce qui pouvait quand même s'ouvrir. Et il a eu des projets jusqu'au bout qu'il a essayé de tenir avec beaucoup d'investissement de sa personne, avec beaucoup de passion, beaucoup de créativité. Et bon, de toute façon, voilà, Éric vous a dit, il est décédé pendant l'été. C'est une histoire qui est assez typique du travail qu'on peut faire, parce que là, on a suivi quelqu'un pendant assez longtemps pour avoir l'élaboration de travail. Et si maintenant, je vous pose la question de savoir est-ce que vous avez toujours la mâchoire, les épaules et les mains relâchées et que vous respirez ouvert, est-ce que vous pourriez sentir en vous le relâchement, ou est-ce que vous sentez que vous êtes déjà parti sur d'autres choses? C'est juste ainsi qu'on travaille, c'est-à-dire à chaque fois, rappelle-toi la mâchoire, les épaules, les mains, et tu respires. Voilà, vide l'esprit et mets-toi simplement en ouverture dans l'instant présent. C'est pas qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que j'ai fait hier, ah j'ai oublié ici, ah oui, mais il faut que je pense à ça, il faut que j'écris. Voilà, on laisse filer. Bon, tout le monde connaît Vivons l'instant présent, je pense, d'Eckhart Tolle, et puis bien d'autres livres qui existent. Et dans cette approche de patient, c'est surtout très typique du travail commun qu'on a pu faire et qu'il a vraiment parfaitement articulé jusqu'au bout. Là, je sens qu'il faut que je passe la parole. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Juste pour dire que on doit beaucoup aussi à d'autres personnes. Madame Vermelin, avec son livre, qui, lorsqu'on le lit, dit « c'est bon les EMI, mais pourquoi faire ?» À Madame Sonia Barcala, Madame Sylvie Détiolaz, avec son énorme travail à Noésis, et puis à nos maîtres spirituels à nous, bien ancrés dans l'éther. En fait, pour finir, je pense que c'est l'heure, je ne sais pas. Personne ne nous prévient. C'est tellement passionnant qu'on dirait l'heure. Non mais si vous ne nous arrêtez pas, nous on a encore 4 heures. Il est 9h50, donc on va passer assez rapidement au questions. Alors juste pour terminer, il y a un mec il y a 2000 ans qui disait une chose que je trouve encore de nos jours assez utile. Aimez-vous les uns les autres. Je vous remercie infiniment. Ouais.